Bonjour à tous et bienvenue. Je suis désolé pour mon absence une bonne partie de la semaine. C'est parce que je suis malade, mais pas assez pour ne pas vous faire cette petite présentation. Pour continuer un peu le cours, donc c'est important que tous les élèves puissent prendre leur cahier en même temps que vous suivez cette vidéo. Ça va durer un petit moment, je ne sais pas encore combien de temps. Mais c'est important parce que j'ai envie que vous ayez ça dans votre cahier avant le week-end et avant qu'on se revoie. Tout simplement parce que ce chapitre, il est au programme du bac blanc et il y a peut-être encore quelques petites choses qu'il faut que vous maîtrisiez dans l'objectif du bac blanc. Donc bien sûr, vous étiez tous très tristes de ne pas avoir cours ces derniers jours de mathématiques. Eh bien, c'est corrigé avec cette petite vidéo. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois euh, en géométrie dans l'espace, c'était les rapports qu'il peut y avoir entre une droite et un plan. Donc on a dit qu'une droite, elle pouvait être parallèle à un plan. Le rapport entre deux droites, elles peuvent être orthogonales si elles se coupent et qu'elles ont des vecteurs directeurs orthogonaux, donc ça se fait avec le produit scalaire. Deux droites, elles peuvent être parallèles, mais ça on le savait déjà. Et une droite et un plan, une droite peut être orthogonale à un plan, et on a vu également que deux plans pouvaient être parallèles. Ça, on le savait déjà également, mais on a donné une caractérisation par le vecteur normal qui est beaucoup plus simple. Il suffit que les vecteurs normaux soient collinaires. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore traité dans le cours. Je crois que c'est un petit 4. Vous me corrigerez si c'est pas un petit 4. Vous écrirez quelque chose d'autre si c'est un petit 5. Mais je crois que c'est un petit 4. Et donc le petit 4, ça va être intersection entre une droite et un plan. Et oui, parce que une droite, elle n'est pas toujours, bien sûr, euh, une droite n'est pas toujours parallèle à un plan, et quand c'est pas le cas, eh bien, il y a un point d'intersection. Donc ça, c'est une première propriété qu'on va écrire. Donc la propriété est la suivante, propriété qu'on ne va pas démontrer, propriété. Eh bien, donc, soit D une droite, de l'espace et P un plan, alors, ben, soit D est parallèle à P, qui est un cas de figure qu'on a déjà traité. Ça veut dire, lorsque D est parallèle à P, que le vecteur directeur de la droite D, tout vecteur directeur de la droite D doit être orthogonal au vecteur normal à n'importe quel vecteur normal du plan P. Donc ça, on en a déjà parlé. Mais la deuxième option, c'est soit D et P ont un unique point d'intersection. Alors, là-dedans, il y a un cas de figure qui est important à bien distinguer. C'est que si on est dans ce cas-là, eh bien, on peut être dans le cas où la droite, elle est complètement incluse dans le plan. À ce moment-là, elle est parallèle au plan, mais elle n'est pas strictement parallèle, puisqu'elle est incluse dans le plan. Dans ce cas-là, ça veut dire que la droite n'est pas incluse dans le plan, mais qu'elle n'est pas non plus parallèle avec le plan, et donc, eh bien, elle a un unique point d'intersection avec le plan. Et donc, qu'on est dans un cas de figure qui est comme ceci, donc on va avoir un plan qui ressemble à peu près à ça. Oups, c'est pas très joli, donc je recommence. Tant pis pour l'outil. Donc là, on a le plan P. Et on va avoir la droite qui n'est pas parallèle. Donc on a un vecteur normal comme ceci, n, qui est le vecteur normal au plan. Et là, on a, hop, une droite. Et donc, comme le plan est infini dans toutes les directions, si la droite n'est pas parfaitement
parallèle au plan, eh bien, ça veut dire que là, ici, là, il y a un unique point d'intersection. Et donc, ce point d'intersection appartient à la fois à la droite et au plan. Et pour le vérifier qu'il y a ce point d'intersection, eh bien, on va avoir besoin de montrer d'abord que le vecteur directeur U de la droite, eh bien, il n'est pas orthogonal avec n. À ce moment-là, ça veut dire que s'il n'est pas orthogonal avec n, alors le plan et la droite, qu'on peut appeler D, ne sont pas parallèles. S'ils ne sont pas parallèles, alors il y a un unique point d'intersection. Voilà. Donc, on ne va pas la démontrer, cette propriété, elle est admise. En revanche, on va donner un cas d'application, un exemple d'application. Donc pour ce faire, je vous ai préparé une petite application qui est là. Hop. Donc, je vais la coller de mon côté. Donc, je vais vous demander de la recopier également. Vous pouvez recopier le dessin également dans votre cours, parce que ça permet quand même de voir. Vous avez des règles, hein, vous n'avez pas d'excuses pour la droite et le plan, pour les faire convenablement. Donc, qu'est-ce que vous avez à recopier? Application tout court, ça ira bien. Je vous demande pas d'écrire ça, donc je vais le blanchir ici pour que vous ne le recopiez pas. Hop, allez, je le blanchis un peu mieux que ça, voilà. Voilà, vous n'avez pas besoin de recopier ça. Et exemple 151, vous n'avez pas besoin de l'écrire non plus, puisque j'ai copié-collé ça d'un cours que j'utilise. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est que cette application? Donc, on considère le plan P d'équation, donc on est dans un repère orthonormal OIJ. Donc peut-être que ici, ça vaut le coup de réécrire d'équation dans un repère orthonormal. Parce que pour avoir un X, un Y et un Z, il faut être dans un repère orthonormal. Alors, il ne faut pas forcément être dans un repère orthonormal, mais pour que le produit scalaire fonctionne comme nous on a l'habitude, il faut qu'il soit orthonormal. O-I-J-K. Voilà, c'est juste pour être rigoureux qu'on écrit ça. Voilà. Donc on considère le plan P d'équation 2x plus 5y moins 3z plus 1 égale 0 et la droite D de représentation paramétrique x égale 2, 5, moins 2, enfin plutôt x égale 2 moins t, y égale 5 plus t et z égale moins 2t. J'étais déjà en train de repérer le point là qui appartient à la droite et de repérer également le vecteur directeur. Ici, on va le faire plus tard. Et on nous dit soit m, x, y, z, un point de l'espace. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de trouver le point m qui appartient à la fois au plan P et à la droite D. Donc déjà, première vérification, on va vérifier, avant d'utiliser ce point M qui est là, on va vérifier que le plan P et la droite D ne sont pas parallèles. Donc c'est pas une obligation de faire ça, hein. Je ne suis pas obligé de le faire, mais là je vais le faire pour m'assurer qu'il y a bien un point d'intersection. Donc P. Donc c'est un premier point, je mettrai des parenthèses pour montrer que c'est pas obligatoire de le faire. Donc P, il admet pour vecteur normal quoi? Eh bien, N, dont je peux donner les coordonnées. Et pour ça, je vais juste voir ici le 2, le 5 et le moins 3, le A, le B, le C. Et c'est un vecteur normal directement. Donc 2, 5, moins 3. Voilà. Et ça tombe bien l'équation paramétrique de la droite, puisque je sais aussi que D admet pour vecteur directeur. Je peux l'appeler U. Et pour coller à mon image d'avant, je vais le mettre en vert. U. Et U, ces coordonnées, je peux les lire pareil dans l'équation. Donc c'est les choses qui multiplient T.
Donc ça, on le sait déjà depuis le précédent cours. Donc c'est moins 1, 1, moins 2. Donc pareil, envers, moins 1, 1, moins 2. Et pour savoir si la droite elle est parallèle, il faudrait que les deux vecteurs soient orthogonaux. Or, je peux faire, hop, d'abord en bleu, moins 2, 5, 3, 2, 5, moins 3, scalaire, moins 1, 1, moins 2. Ça fait combien? Ça fait moins 2, plus 5, plus 6. Donc j'ai multiplié les coordonnées x de chaque, y de chaque et z de chaque. Et donc ça fait 3 plus 6, ça fait 9. Et ces différentes zéros, donc n et u ne sont pas orthogonaux. Ne sont pas orthogonaux. Donc, D et P sont séquentes. Si une question vous demande si un plan et une droite sont séquentes, ça peut être une façon de faire à l'aide de cette propriété qu'on a admise. Voilà. Donc D et P sont séquentes, mais tout ça n'est pas obligatoire, d'accord? Tout ça n'est pas obligatoire à rédiger dans ce cas de figure. Voilà. Par contre, ce qui est obligatoire à rédiger si on vous demandait, donc là il n'y a aucune question, hein, on est en train d'écrire l'application en direct, mais on va chercher les coordonnées de ce point d'intersection vu qu'elles sont séquentes. Maintenant, donc, on va faire une deuxième flèche pour faire maintenant le travail qui est le plus important, c'est-à-dire le point d'intersection. Donc, si M, qui a déjà été invoqué ici, hein, c'est M, X, Y, Z, un point de l'espace. Donc si M appartient à P et M appartient à D, alors les deux équations sont vraies. M, il appartient à P, donc cette équation-là, elle est vraie. Et cette équation-là, elle est vraie aussi, en même temps. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir combiner les deux équations. Alors, que me dit l'équation de la droite? L'équation de la droite, elle me dit qu'il existe t tel que. Elle me dit qu'il existe t tel que x, ça vaut cette valeur-là, y, ça vaut cette valeur-là, et z, ça vaut cette valeur-là. Donc moi, je vais me munir de ce t. Il existe t tel que. Tel que. Eh bien, M, il admet pour coordonnées. Bon, je vais tout préciser. 2 moins t à la place de x. Donc ça, c'est parce qu'on est sur la droite. 2 moins t, 5 plus t. Et d'autre part, moins 2t. Je l'écris bien en ligne parce que c'est un point. Et ce que je peux faire avec ces coordonnées, c'est que je peux les combiner parce que M, il appartient également au plan. Donc ça veut dire que 2 fois le x de t, bon, je peux l'écrire, hein, que ça c'est le x, ça c'est le y, et ça c'est le z. Et je peux les combiner ensemble dans l'équation du plan, puisque M, elle appartient au plan. Et donc, je peux donc écrire que 2 fois x, donc 2 fois 2 fois 2 moins t, plus 5 fois 5 plus t, moins 3 fois moins 2t, plus 1 est égal à 0. Donc là, vous pouvez le faire vous-même si vous n'avez pas envie que je vous spoile la fin, mais moi je vais le résoudre. Donc ça va me donner, là vous constatez comme moi que ça me donne une équation avec du t. Et donc cette équation, je peux la résoudre. Ça veut dire que 4 moins 2t
plus 25, hop, plus 5t, moins, plus 6, plus 6t, plus 1 doit être égal à 0. Donc je réunis ensemble toutes les constantes. Donc les constantes, j'ai 4, j'ai 29, j'ai 35, j'ai 36. Donc tout ça sera égal à moins 36, parce que je le mets de l'autre côté. Ensuite dt, j'en ai moins 2, j'en ai 3, j'en ai 9, donc 9t égale moins 36. Et tout ça, je peux le symboliser par t égale moins 36 sur 9. Ça veut dire que c'est égal à moins 4. Et du coup, je me retrouve avec une unique valeur de t. Et donc m, c'est quelle valeur ? 2 moins moins 4, ça vaut 6. 5 plus moins 4, ça vaut 1. Et moins 2, moins 2 fois moins 4, donc ça fait moins 2 plus 8, sauf erreur de ma part, et donc ça vaut 6. Donc M est le point d'intersection recherché. Alors là, normalement, il n'y a pas besoin de vérifier qu'il appartient à la droite. Pourquoi ? Parce que nous, on a bien utilisé cette équation-là pour fabriquer le point M. Voilà. Donc, c'est sûr qu'il appartient à la droite, puisque tous les points pour lesquels on utilise cette écriture-là, ils appartiennent à la droite. Par ailleurs, on a bien utilisé l'équation du plan pour rechercher le point M. Et tous les points qui vérifient l'équation du plan appartiennent au plan. Du coup, le point M, il n'y a rien besoin de vérifier, il appartient à la fois à la droite et au plan, et c'est le seul. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé de trouver t égale moins 4 pour ça. Mais si on voulait, si on était un élève particulièrement pointilleux qui voudrait vérifier, on reprend l'équation ici. Alors pas besoin de vérifier pour la droite parce qu'on a déjà le point t, mais on peut, si on veut, essayer de le refaire fonctionner dans l'équation. Donc 2 fois 6, 12, plus 5 fois 1, ça fait 17, moins 3 fois 6, 18. Donc pour l'instant, ça fait 17 moins 18, ça fait moins 1, plus 1, ça fait bien 0. Donc M, il appartient bien au plan, c'est bon, on ne s'est pas trompé dans nos calculs. Donc on peut revérifier comme ça. Donc là, avec ma petite vérification que je viens de faire, je suis absolument certain que M appartient au plan, et je suis aussi absolument certain que M appartient à la droite, et c'est le seul point. Voilà. Donc, cette petite application-là que je vous ai fait recopier, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut vous demander dans un type bac quand on vous demande de trouver le point d'intersection entre un plan et une droite lorsque ces deux objets ne sont pas parallèles, c'est-à-dire lorsqu'on a bien fait cette petite vérification que parfois vous faites au brouillon pour vous assurer. Typiquement, si on est dans un QCM et que vous n'avez pas envie de rédiger, vous la faites au brouillon très rapidement pour vérifier si c'est parallèle ou pas, parce qu'une des 4 propositions du QCM pourrait être c'est parallèle, et une autre proposition pourrait être qu'on vous donne le point d'intersection, auquel cas vous n'avez pas tout ce raisonnement à faire, sauf si vous avez envie, mais bon. Mais vous pouvez juste vérifier que le point qu'on vous donne dans le QCM, il est à la fois sur la droite et sur le plan. Voilà. Donc voilà pour cette première chose. Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse... Alors, je crois que c'est un grand 4. Et du coup, je vais passer directement à la suite. Donc, en rouge, je vais écrire grand 4. Si c'est pas un grand 4, vous corrigez, bien sûr. Et le grand 4, ça va être de parler de distance dans l'espace. Et on va faire 2 petits points.
Le premier, alors pourquoi je l'ai mis en dernier, distance dans l'espace? Parce que dans ce grand point, eh bien, on va utiliser des choses qu'on a eues dans les parties précédentes, à savoir l'équation du plan et le vecteur normal. Mais en premier, on va faire quelque chose qu'on aurait pu faire dès le début et qui est la distance entre deux points. Euh, Ça, c'est une chose qui va être un rappel de première et de seconde. Alors, bah, la propriété est la suivante. Donc, propriété. Elle va pas être trop novatrice, je vous rassure, cette propriété-là. Hop. Donc, soit OIJK, un repère orthonormé de l'espace. Alors, ce que je vais résumer comme ça. Donc, ça veut dire un repère orthonormé de l'espace. Comme ça nous évite de tout écrire. Et quoi d'autre? Eh bien, je vais prendre deux points A et B. Soit A. Donc, je ne vais pas répéter que les coordonnées sont écrites dans le repère orthonormé en question, mais c'est implicitement évident qu'on on ne s'est pas muni de ce repère orthonormé pour rien. Alors, quelle est la distance entre A et B? Eh bien, c'est quelque chose que vous saviez déjà calculer dans le plan. Eh bien, dans l'espace, c'est presque pareil. AB, c'est égal à une racine carrée. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir me faire... Voilà, très bien. Eh bien, je dois faire xb moins xa au carré. Ajouter yb moins ya au carré. Et ajouter zb moins za au carré. Alors, vu que c'est au carré, ça veut dire que je peux intervertir le rôle de A et B. Hein. Vous voyez bien que xb moins xa, enfin là j'ai pris yb moins ya. Si je prends ya moins yb, bah, ça n'est pas grave dans la mesure où il y a un carré et que donc le signe importe peu. Il y a un carré ici. Par contre, je ne peux pas simplifier cette racine carrée avec ce carré, bien sûr, dans la mesure où il y a un plus ici et il y a un plus ici. Et donc je dois bel et bien faire toutes ces opérations. Je ne peux pas écrire de version plus simple. Je dois faire la racine carrée ici. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était évident, que c'était pas trop dur? Bah déjà c'est la même formule que dans le plan, à l'exception que dans le plan il n'y a pas cette composante-là. Mais vous vous rappelez peut-être du cours de première dans lequel il y avait la même formule, même le cours de seconde dans lequel il y avait la même formule dans le plan. Bon, on va faire la démonstration assez rapidement. Eh bien, la démonstration est la suivante. Eh bien, le vecteur AB, lui, il admet quoi pour coordonnées? Eh bien, ça, on l'a déjà vu. Il admet xb moins xa comme coordonnée x, yb moins ya. Vous l'avez fait plein de fois dans les exercices. Et zb moins za. Ça, c'est facile pour l'instant. Bon, mais par ailleurs, or, eh bien, la distance AB, eh bien, vous le savez, c'est la norme du vecteur AB. Et bien, si c'est la norme, nous, on a un outil qui peut servir pour calculer la norme, c'est le produit scalaire. Et AB scalaire AB, on sait déjà à quoi c'est égal. C'est égal à la norme de AB au carré, puisque c'est deux vecteurs collinaires et de même sens. Donc c'est juste norme de AB fois norme de AB fois le cosinus de l'angle entre les deux, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire fois 1. Donc c'est norme de AB au carré. Donc ça, c'est d'une part, on a ça. D'autre part, on a AB scalaire AB, ben on peut le calculer avec les coordonnées. Bon, bah c'est égal à la coordonnée x fois la coordonnée x. C'est quoi la coordonnée x? C'est ça. Donc c'est ce truc-là fois ce truc-là. Donc bah ça s'appelle un carré quand je multiplie un nombre par lui-même. Donc c'est xb moins xa
le tout au carré. Ensuite, plus le même traitement accordé à la coordonnée y, c'est-à-dire ce truc-là. Bon, vous avez compris, on a la formule yb moins ya au carré qui arrive. Et bien sûr, la même chose, zb moins za, puisque la coordonnée z fois la coordonnée z du vecteur. Ok. Bon, bah du coup, on est en train de voir que ceci est égal à ceci. Et du coup, bah, pour enlever le carré, quand j'ai deux grandeurs positives, je peux faire la racine carrée sans me poser de questions. Attention, c'est parce que les deux grandeurs en dessous du carré sont positives. Donc je peux en conclure que donc... Alors, je vais quand même l'écrire comme norme de AB est positive. Sinon, il faudrait que j'aurais deux solutions, hein, sinon. Eh bien, j'en déduis quoi? J'en déduis que norme de AB est égale à une racine carrée. Bon, je vais copier-coller. Hop. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire ça. Mais donc, on a démontré ce qu'on voulait démontrer. Voilà. Donc, je mets une racine carrée sur cet objet-là et j'obtiens ma formule. Voilà. Donc, pour le démontrer dans le plan, souvent, on utilise Pythagore. Et j'avais essayé de vous convaincre que Pythagore, en fait, c'était beaucoup plus simple avec le produit scalaire. Bon, bah là, encore une fois, on le voit. Hein, là, on arrive en 2-3 calculs directement à cette formule. Ok. Donc, si on veut calculer une distance dans l'espace, on a cette formule-là. Du coup, je vais peut-être le mettre sous forme de remarque. Donc, remarque. Si U, il a pour coordonnées A, B et C, alors, norme de U, c'est égal à racine carrée des trois composantes. A carré plus B carré plus C carré. Hop. Voilà. Donc c'est ce qu'on vient d'utiliser ou de revoir, entre guillemets, à l'intérieur de cette démonstration. Ça marche pour les vecteurs. Bon, bah là, le vecteur, il est composé de 2 points, donc ça nous permet de calculer dans cette démonstration une distance dans l'espace. Et ici, c'est quand on a juste un vecteur donné avec les coordonnées du vecteur. Voilà. Donc ça, c'était une première chose sur la distance. Mais par contre, c'est au programme du bac blanc. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous le donner avant le week-end. Distance d'un point à une droite. Pardon. Je vous ai menti. D'un point à un plan. Voilà. C'est ça l'objet de notre discussion. C'est la distance d'un point à un plan. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, donc là, je vais faire quelques dessins pour essayer de vous approcher de l'intuition de ce que c'est que la distance d'un point à un plan. Mettons que j'ai un plan qui est comme ceci, donc il est là, et que quelque part, un peu plus haut, à un endroit de mon choix, j'ai un point. Donc le point, je vais l'appeler le point A, et le point n'appartient pas au plan. S'il appartient au plan, on peut dire que la distance du point au plan, elle est nulle. Parce que là, c'est trop facile. Mais là, le point A n'est pas dans le plan. Et du coup, j'ai plein de distances possibles si j'y réfléchis. Parce que si j'y réfléchis bien, toutes les façons d'aller vers le plan sont des distances du point au plan. Donc vous n'êtes pas obligé de refaire ce schéma-là. Hein. Ce schéma-là, c'est moi qui essaye de vous faire l'intuition. Voilà. Donc là, j'ai plein de façons d'aller du point vers le plan. Donc comment ça se représente? Eh bien, c'est que là, j'ai pris tout un tas de points qui sont des points B potentiels. Donc je vais prendre en vert. Hop. Et là, c'est B1. Là, c'est B2. Là, c'est B3. Et là, c'est B4. Donc vous voyez que si vous étiez vous-même positionné au point A dans l'espace et que vous vouliez vous rendre quelque part sur le plan, vous pourriez emprunter chacun de ces chemins. Et même tout un tas de chemins que je n'ai pas représentés, bien sûr. Hein. Donc, hop, vous pourriez prendre chacun de ces chemins.
Et ben, il y en a un qui est plus court que tous les autres. Et celui qui est plus court que tous les autres, là, c'est peut-être bien celui que j'ai représenté de cette manière-là. Pourquoi? Ben parce que celui qui est représenté de cette manière-là semble être orthogonal. Hop, donc là, il semble y avoir un angle droit ici. Et du coup, le plus court chemin pour aller d'un point à un plan, bah, c'est pas juste la ligne droite, parce que vous voyez bien que j'ai représenté que des lignes droites, mais la ligne droite la plus courte d'un point à un plan, eh bien, c'est la ligne droite qui réalise la projection orthogonale. Parce que, en réalité, euh, aller jusqu'au plan sans faire la projection orthogonale, c'est toujours ce qu'il y a de plus... Enfin, c'est pas le plus rapide, quoi. Le plus rapide, c'est toujours la projection orthogonale. Et ce qu'on appelle distance d'un point à un plan, donc le plan c'est lui, eh bien c'est la distance entre le point A et sa projection orthogonale sur le plan. Du coup, nous, on a un peu de chemin, il va falloir qu'on définisse ce que c'est que la projection orthogonale d'un point sur un plan et qu'on parle de ce que c'est que la distance du point au plan qu'on va définir comme étant la distance du point A à sa projection orthogonale. Ici, je l'ai appelé B3, mais c'était pour l'exemple. Donc, j'efface ceci qui était du brouillon, et du coup, on va avoir besoin d'une définition propriété. Donc, définition, hop. Oups. Bon, voilà, je ne vais pas forcément le faire droit, peu importe. Donc, soit A un point, et P un plan. Pour cette définition, je n'ai pas forcément besoin d'un repère orthonormal. Par contre, voilà ce qu'on va dire. On va définir ce que c'est que la projection orthogonale sur le plan. Donc, on va dire que on dit que un point qu'on va appeler du coup H, on l'appelle souvent H parce que c'est la projection orthogonale, et la projection orthogonale de A sur P lorsque alors là il y a deux possibilités. La première c'est que eh bien soit AH qui est un vecteur est normal au plan P. Ou bien, eh ben en fait, il y a l'autre possibilité, je vous ai dit tout à l'heure dans notre petit dessin que c'était pas un cas très intéressant. Bah sinon, il y a la possibilité que H soit le vecteur nul en fait. Ça veut dire que, entre parenthèses, ça veut dire que le point A est égal au point H, c'est le même point. Donc ça, c'est le cas, je vais pas terminer ma parenthèse, c'est-à-dire que A, il appartient à P. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que il y a quelque chose que j'ai oublié de vous mettre. Alors, on va le corriger ici. Il faut que H, il appartienne à P, évidemment, puisque c'est la projection orthogonale sur le plan P. Et, ben, soit on a l'un, soit on a l'autre. Soit AH est normal au plan P, soit AH, c'est le vecteur nul. Alors, comment ça marche? On va faire un petit dessin. On va faire un petit dessin ici. Hop.
Donc là, on a le plan P. Et là, on a un point A qui est quelque part ici. On a sa projection orthogonale qui est quelque part sur le plan. H, il appartient à P. Et on a AH qui est ce vecteur-là, ou HA, hein, c'est pareil. Là, je vais représenter AH, puisque c'est celui qu'on a nommé. Oups, AH, il appartient. AH, c'est un vecteur normal au plan P. Alors, c'est équivalent à dire que HA est un vecteur normal au plan P. Donc ça, c'est le cas de figure qui est ici, que j'ai représenté là. Le deuxième cas de figure étant un cas de figure où le point A est directement dans le plan. Voilà. Donc le deuxième cas de figure, c'est un cas de figure qui arrivera pas trop en contrôle, hein, ni au bac, mais qui est bon de se rappeler qu'il peut y avoir, que la projection orthogonale d'un point du plan sur le plan, bah, c'est le même point. Et dans ce cas-là, on dira que la distance du point au plan est égale à 0. Bien. Donc à partir de cette définition, on peut se demander si y a tout le temps une projection orthogonale, et la réponse c'est que oui, il y a tout le temps une projection orthogonale. C'est-à-dire que, pour la raison suivante, si je prends n'importe quel point, et que je prends un vecteur normal au plan, on a vu qu'il y en avait toujours un vecteur normal au plan, et que je fais la droite qui est perpendiculaire au plan et passant par A, et ben cette droite-là, elle sera comme ça. Et ben du coup, là, il y a toujours une intersection avec le plan, puisque la droite n'est pas parallèle au plan, elle lui est orthogonale par principe. Et du coup, il y a toujours une projection orthogonale ici. Donc, on va le mettre ça dans une propriété. J'en ai plus ou moins fait la démonstration à l'oral, mais on va pas l'écrire, parce que mon but, c'est pas de vous faire écrire des tonnes non plus. Donc, propriété. Donc, tous les points de l'espace, donc soit P un plan, de l'espace, tous les points de l'espace ont une unique projection orthogonale sur P. Y compris les points du plan. Voilà. Alors pourquoi j'écris cette propriété? Pour justifier un petit peu le fait que j'ai dit que H est la projection orthogonale. Donc ça, on dit que c'est une définition, mais on dirait que la définition implique que chaque point a une projection orthogonale. Eh bien c'est vrai, voilà, c'est vrai grâce à cette propriété. Chaque point a une seule projection orthogonale, et dans ce cas on peut dire la projection orthogonale. La démonstration, je vous l'ai faite à l'oral, mais on ne va pas l'écrire dans le cahier pour gagner un peu de temps. Bien. Et maintenant, on n'a toujours pas défini cette affaire-là, c'est-à-dire la distance d'un point à un plan. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le définir tout de suite. Donc, définition. Eh bien, on va le définir de la manière suivante. On va dire que soit P un plan, et A un point de l'espace. Et alors pour définir des distances, j'ai besoin d'un repère orthonormé. Muni. Donc l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK. Donc je rappelle qu'on ne peut pas définir de notion de distance sans avoir défini de repère orthonormé OIJK. OIJK. Voilà. Et fermez la parenthèse. Donc,
Qu'est-ce que c'est que la distance d'un point à un plan? Ben, on appelle distance entre A et P, eh bien, la plus petite distance AM possible, ou M, eh bien, c'est n'importe quel point du plan. Donc ça correspond au dessin que je vous avais fait avant. Donc, la distance entre le point A et le plan, bah, c'est une distance AM où M est un point du plan, et c'est la plus petite possible. Alors déjà, là, il y a une propriété dans cette définition. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il existe une plus petite distance AM, parce qu'on vous dit la plus petite distance AM. Eh bien, ça tombe bien, puisque on va démontrer tout ça. Donc la propriété qui vient directement, c'est celle que je vous avais promise, c'est-à-dire que si on appelle H le projeté orthogonal, eh bien cette plus petite distance, la distance entre un point et un plan, eh bien c'est la distance AH. Donc ça, on va l'écrire, donc soit OIJK, un repère orthonormé de l'espace, on a aussi besoin de A, un point, et P, un plan. Eh bien, cette plus petite distance qu'on a définie dans la définition précédente, eh bien, c'est AH, où H est le projeté orthogonal. Donc, je vais dire soit H, le projeté orthogonal, le projeté, ou la projection, on peut dire aussi, orthogonale de A sur P, alors la distance entre A et P, donc entre le point et le plan, bah c'est la distance AH. Et ça, on va en faire la démonstration, et c'est une démonstration qui est au programme de cette année de terminale. Et vous allez voir qu'elle n'est pas très compliquée, cette démonstration. Donc, quel est le topo? On a un plan qui est comme ceci. Je vais le représenter un peu plus en perspective. Donc, comme ceci, on a un plan. Hop. Donc ça, c'est le plan P. Et on a un point qui est là. Hop. Et ça, c'est le point que je vais appeler A. Et du coup, on a aussi droit à un projeté orthogonal qui est quelque part par là, qui est le point H. Et du coup, moi, je vais prendre n'importe quel point M. Donc, mon point M, il va être n'importe où sur le plan. Donc, je vais représenter comme ceci. Donc, le point M, il est là. Et la seule chose que j'aimerais démontrer, c'est que la distance AM, elle est plus grande que la distance AH. Donc là, sur le dessin, ça a l'air évident, dit comme ça. Mais pour ce faire, eh bien moi, je vais m'intéresser à la distance AM. Donc je vais prendre soit... Vous pouvez prendre le dessin dans le cours. Donc soit M, un point qui appartient au plan. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire, alors, AM... AM, c'est la norme du vecteur AM. Et vous le savez, nous, on aime encore mieux travailler avec les normes au carré. Alors pourquoi au carré? Parce que c'est le produit scalaire de AM avec AM. Bon, donc je vais travailler avec la norme au carré juste pour me simplifier le calcul. Ok, mais cette norme au carré, je vais la décomposer en deux parties. Je vais la décomposer en une première partie qui est le vecteur AH, et ensuite le vecteur HM. Pourquoi? Parce que
je vais montrer que c'est un rallongi en fait de passer par h. Enfin, c'est un rallongi, mais c'est un rallongi orthogonal et donc les produits scalaires vont être gentils. Alors pourquoi je vous parle de produits scalaires alors qu'il n'y en a vraisemblablement pas dans mon calcul? Ben, parce qu'une norme au carré, vous le savez, ça peut s'écrire avec les produits scalaires. Donc j'utilise la relation de Schall. AH, donc je fais mon rallongi, plus HM, et j'ai toujours mon carré qui pour l'instant ne sert à rien, mais vous allez voir, il va me servir à développer. Donc ça, c'est d'après la relation de Schall. Donc je vais l'écrire, c'est Schall. Et maintenant, je vais développer. Maintenant, je vais développer ma norme au carré. Donc AH scalaire HM, vous savez qu'on peut le développer parce que c'est AH scalaire plus HM, pardon. Scalaire AH plus HM, c'est un carré scalaire. Et du coup, ben, ça va donner, je le développe comme une identité remarquable. Donc il y a la norme de AH au carré. Donc voilà à quoi me sert le carré, à développer en fait. Plus 2 fois le produit scalaire AH scalaire HM, plus eh bien, le dernier terme au carré, donc un carré scalaire, donc la norme de HM au carré. Bon, mais là où ça se passe bien pour nous, c'est que cette tangence-là, c'est positif, puisque c'est un carré. De toute façon, c'est une distance, c'est une norme, c'est positif, ça aussi. Et là où ça se passe bien, c'est que lui, qui est le seul qui pourrait être positif ou négatif, parce qu'un produit scalaire, ça peut être négatif, vous le savez, quand les vecteurs ne tirent pas dans la même direction, le produit scalaire est négatif. Mais lui, c'est qui? Ben, c'est ça, AH, pardon, dans ce sens-là, scalaire HM. Mais comme lui, il est normal au plan P, et que lui, c'est un vecteur inclus dans le plan P, de 2 points inclus dans le plan P, eh bien, ce produit scalaire est égal à 0, puisque ces vecteurs sont orthogonaux. Donc ça, on va pouvoir le dire. Hop, lui là, il est égal à 0. Pourquoi? Donc pas égal au vecteur nul, égal au nombre 0, car AH et HM sont orthogonaux. Pourquoi? Eh bien, je ne vais pas l'écrire, pourquoi, mais je vais le dire à l'oral. Eh bien, parce qu'on a dit un peu plus tôt que... voilà, que AH est normal au plan P, donc sauf si AH est le vecteur nul, auquel cas le produit scalaire est égal à 0 aussi. Mais dans ce cas de figure-là, qui est le plus courant, AH est normal au plan P, et on a dit plus tôt dans le cours que n'importe quel vecteur normal au plan P, eh bien, son produit scalaire avec n'importe quel vecteur constitué de 2 points du plan est égal à 0. C'est même le principe même des équations cartésiennes de plan. Donc, on a bien que dans tous les cas, ce produit scalaire est égal à 0, parce que les vecteurs sont orthogonaux. Je rappelle que tous les vecteurs sont orthogonaux au vecteur nul, donc même dans le cas de figure qui n'est pas représenté ici, où A est dans le plan, ça fait bien 0. Ok. Bon, donc tout ça est égal à quoi? Donc tout ça est... Oups, c'est pas la bonne couleur. Donc tout ça est égal à norme de AH au carré plus norme de HM au carré. Ok. Et du coup, bah ça, moi je voulais comparer la norme de AM à quoi? Bah à la norme de AH. Mais ça tombe plutôt bien, puisque là j'ai la norme de AH. Voilà pourquoi mon rallongi était idoine, était approprié. Donc je vois bien que, en fait, la norme de AM au carré, c'est égal à, donc c'est-à-dire la distance AM au carré, c'est égal à la distance AH plus un truc positif. Donc, même si pour l'instant j'ai des carrés dont je vais me débarrasser plus tard, enfin du moins ce carré-là je vais m'en débarrasser plus tard, eh bien j'ai tout ça qui est plus grand que la norme de AH au carré. Voilà, donc ça c'est une première chose, j'ai la norme de AM au carré qui est plus grande que la norme de AH au carré. Maintenant, donc, on a démontré
pour tout point M qui appartient au plan, que la norme de AH, que la norme de AM au carré est supérieure à la norme de AH au carré. Or, est-ce que j'ai le droit d'enlever les carrés si facilement? Eh bien oui, puisque la fonction racine carrée est croissante. Et que elle est croissante sur R+, et que chacun des petits bonshommes là, AM, norme de AM et norme de AH, ce sont des positifs. Donc, alors, mais ça, il faut bien l'écrire. Il faut bien l'écrire. Or, la fonction racine carrée est croissante sur R+. Donc, je ne suis pas en train de vous arnaquer, hein, puisque, eh bien, les nombres en question, norme de AM, ceux qui sont au carré là, norme de AM et norme de H, c'est des positifs. Les normes, c'est tout le temps positif, c'est des distances. Eh bien, ils appartiennent tous les deux à R+. D'accord? Bon, donc je peux appliquer la racine carrée des deux côtés. On déduit, on conclut plutôt. On conclut que norme de AM est plus petit que norme de AH. Alors, pourquoi c'est important cette dernière étape? Parce que c'est pas parce qu'un nombre x carré n'écrivait pas ce que je suis en train d'écrire. C'est pas parce que x carré est plus petit que y carré que x est plus petit que y. Il faut pour ça que le x et le y soient dans R+. Du coup, ça c'est faux. Je vous donne un contre-exemple tout de suite. C'est que 2 au carré, c'est plus petit que... pardon, il faut que j'en prenne un négatif, évidemment, sinon ça ne marche pas. Moins 2 au carré, c'est plus petit que quoi? Que moins 3 au carré. Parce que 4, c'est plus petit que 9. Et pourtant, moins 2 n'est pas plus petit que moins 3. D'accord? Or, n'écrivez toujours pas, hein, moins 2, c'est pas plus petit que moins 3. C'est plus grand. Voilà. Donc, pourquoi je vous embête avec cette partie-là? Parce qu'on n'a pas le droit d'appliquer la racine carrée, ou plutôt d'enlever les carrés, parce que là, il s'agit visuellement d'enlever les carrés, hein. Mais on n'a pas le droit. On a le droit que si c'est des nombres positifs. Donc, il faut bien dire que la fonction racine carrée est croissante pour avoir le droit d'enlever les carrés, donc d'appliquer la racine carrée. Et pour avoir le droit de le faire, il faut que ce qui est en dessous du carré soit positif. Voilà, c'est la petite nuance. Maintenant, j'efface ce que je vous ai dit de ne pas écrire, c'était du brouillon. Et on a terminé notre démonstration, donc là, je vous embêtais un peu pour rien. Voilà. Très bien. Donc, que vient-on de démontrer? On vient de démontrer que la distance entre A et P, c'est la distance AH, puisque la distance AH est la plus petite distance qu'on peut réaliser entre le point A et n'importe quel point du plan, dans la mesure où AM, pour M, un point du plan, est toujours plus petit que AH, ce qui veut dire que la distance AM est toujours plus petite que la distance AH, où H est le projeté orthogonal. Du coup, c'est lui qui réalise la plus petite distance entre le point A et le plan P. Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire que dès lors qu'on vous demandera la distance entre un point et un plan, vous avez qu'à trouver les coordonnées du projeté orthogonal H, qui est ici, là. Donc vous le trouvez lui, donc ça en général ce sera donné par l'énoncé. Vous n'avez qu'à trouver lui, qui est en général donné par l'énoncé, ou alors on vous demande de démontrer que ces coordonnées sont bien celles données par l'énoncé. Et après, vous n'avez qu'à calculer cette distance-là, AH, avec quelle formule? Avec cette formule magnifique. Voilà. Donc ça, c'est une première possibilité avec tout ce qu'on vient de voir ici. Voilà. Bien. Donc vous aurez noté tout à l'heure que j'ai dit par accident que c'était AM qui est plus petit alors que c'est plus grand
que AH, puisque AH est bien censé être un minimum. Sinon, tout ce que j'ai dit était correct. Bien, donc j'aimerais qu'on poursuive avec une petite application. Donc soit A un point, donc dans un repère orthonormal, bien sûr, ça va de soi. Donc A, ses coordonnées, c'est 2, moins 1, 2, 1, moins 1. Et P, il a pour équation de plan x plus y plus z plus 1 égale 0. J'ai pris exprès pour cette application des coordonnées et des équations qui sont assez simples pour que ça ne nous donne pas des fractions. Mais il est possible dans les exercices que ça vous donne des fractions ou des racines carrées horribles, bien entendu. On va voir si c'est le cas ici. Alors, petit 1, déterminer le projeté orthogonal de A sur P. Donc on a un point A, et on veut déterminer, j'ai pas précisé quoi, mais les coordonnées du projeté orthogonal de A sur P. Voilà, c'est la première question. La deuxième question, c'est assez immédiat une fois qu'on a fait la première, c'est déduire la distance entre le point A et le plan P. Donc ça, c'est un classique des exercices de géométrie dans l'espace du bac. Donc j'aimerais que vous stoppiez la vidéo ici, donc en faisant pause, que vous recopiez cette application et que vous essayiez de la résoudre, notamment la question 1 qui n'est pas si évidente que ça et qui demande une prise d'initiative à certains moments. Donc c'est important que vous fassiez pause. Donc là, c'est l'occasion pour vous de faire pause. Si vous n'avez toujours pas fait pause, c'est très mal. Voilà. Dernière occasion, hein. Parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder directement le corrigé. Donc, on y va. J'espère que vous avez fait pause, que vous avez tenté de votre côté au brouillon. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend H appartenant à P. C'est important de dire que le projeté orthogonal, il appartient à P. C'est le projeté orthogonal de A sur P. On sait qu'il existe d'après le cours. Ça, personne ne vous en voudra de commencer comme ça. Donc, ce point H, eh bien, il a des coordonnées. Donc, on va les mettre en application. Qu'est-ce qui vérifie ce point H? Il vérifie que HA, puisque H est le projeté orthogonal et que A c'est n'importe quel point, c'est le point qu'on a projeté, eh bien HA, eh bien il est normal au plan. Eh bien s'il est normal au plan, eh bien il est collinaire à tout vecteur normal. Et moi je peux lire un vecteur normal ici, 1, 1, 1. Donc ça veut dire que HA est collinaire avec N. Et donc, je me rappelle de mon cours de seconde, de mon cours de première et de terminale aussi, ça veut dire que, eh bien, il existe lambda tel que HA est proportionnel à N. Qu'est-ce que ça veut dire proportionnel? Ça veut dire qu'il y a un rapport de proportionnalité entre ces deux vecteurs et donc en particulier dans leurs coordonnées. Donc j'écris qu'il existe lambda tel que HA égale lambda N. J'aurais pu écrire que N égale lambda HA, mais ça aurait été plus compliqué parce que j'aurais eu un lambda qui aurait... J'aurais un lambda qui aurait multiplié ici chacune de mes coordonnées, ça aurait été plus compliqué. Donc je préfère dans ce sens-là. Donc, je poursuis en écrivant ce que ça veut dire au niveau des coordonnées. Ça veut dire que HA, j'écris les coordonnées de HA, chacune, est égale à lambda fois les coordonnées du vecteur n que j'ai lu facilement dans l'équation de plan. Donc évidemment, j'ai réécrit le fois 1, mais il ne sert à rien ici, hein, il ne va pas changer grand-chose. Donc, ça veut dire que 2 moins xh, c'est égal à lambda, que 1 moins yh, c'est égal à lambda, et que moins 1 moins zh, c'est égal à lambda. Ce que je réécris de la façon suivante, en isolant les coordonnées, donc le 2, je le mets en négatif ici, ça fait lambda moins 2. Donc en enlevant le moins qui est ici devant xh, ça fait moins lambda plus 2. De même là, ça va faire lambda moins 1, donc moins lambda plus 1. Et ici, ça va faire lambda plus 1, donc moins lambda moins 1. Voilà. Donc pourquoi j'isole les coordonnées de h? Parce que les h, il y a quelque chose que je n'ai pas encore utilisé sur le point h, c'est que h, il appartient à P. Pour l'instant, j'ai juste utilisé le fait que h, il doit être positionné de telle sorte que le HA est un vecteur normal. Mais je n'ai pas encore utilisé le fait que h, il appartient à P. Et du coup, eh bien, ça me fait une deuxième flèche. Les coordonnées de h doivent vérifier l'équation du plan. L'équation du plan, c'est celle-ci, hein, que j'ai réécrite avec xh, yh et zh. Et du coup, je vais pouvoir les remplacer avec la valeur qu'ils ont tous par rapport à ce lambda. Du coup, ça veut dire que ici, j'ajoute ça, ça et ça. Donc, j'ai combien au total de lambda? Moins 1, moins 2, moins 3. Donc, moins 3 lambda. Ici, j'ai plus 2, plus 1, moins 1. Ça fait au total plus 2.
Et j'ai ce plus 1 qui restait de l'équation, donc plus 1, et tout ça doit être égal à 0, donc égal à 0. Et ça, c'est une équation très facile que je vais pouvoir résoudre, puisque j'ai moins 3 lambda plus 3 qui est égal à 0, donc ça veut dire que lambda doit être égal à 1. Je mets le moins 3 de l'autre côté, ensuite moins 3 divisé par moins 3, ça vaut 1, ça veut dire que lambda est égal à 1. Donc ça veut dire que HA, c'est directement égal au vecteur n. C'est pas 2 fois le vecteur n, c'est pas une demi-fois le vecteur n, c'est une fois le vecteur n. Coup de chance, il n'y a pas de fraction bizarre, il n'y a pas de multiple bizarre, c'est 1. Du coup, à partir de là, je peux retrouver mon point H, puisque moi, j'ai ces équations-là. Donc je peux remplacer lambda. Donc vu que lambda c'est 1, ça veut dire que xh c'est moins 1 plus 2, d'après ce que je lis là, etc. pour y et pour z. Et du coup, grâce à ça, je fais mes calculs. Moins 1 plus 2, ça vaut 1. Moins 1 plus 1, ça vaut 0. Et moins 1, ça vaut moins 2. Et du coup, j'ai trouvé les coordonnées du point H. Et j'ai répondu à la question 1. Et du coup, on va rédiger ensemble la question 2 que je n'ai pas encore rédigée. La question 2, c'est, d'après le cours, ou plutôt par propriété, la distance de A à P, parfois on écrit entre A et P, est, c'est la distance AH, ou HA. Et la distance HA, je peux la calculer facilement. C'est la racine carrée de XA moins XH, donc XA moins XH, c'est 1 moins 2, ou 2 moins 1, pardon. 2 moins 1 au carré, plus, et donc vous comprenez là que je me réfère au point A, c'est pour ça que je remonte, 1 moins 0 au carré, j'écris vraiment le détail pour que tout le monde comprenne bien, et moins 1 moins 2, le tout au carré. Et tout ça, c'est égal à quoi? Tout ça, c'est égal à la racine carrée de quoi? De 1, puisque 2 moins 1, ça fait 1 au carré, ça fait 1, plus 1, plus 9. Voilà. Puisque, non, pardon, erreur très grave. Moins 2, ça fait 1 encore. Puisque moins 1, moins 2, ça fait moins 1 plus 2, au carré, ça fait 1, donc au carré, voilà. Et du coup, c'est racine de 3. Et du coup, la distance du plan au point, c'est racine de 3, et c'est la réponse à la question 2. Voilà. Là où ça, c'était la réponse à la question 1. Donc vous voyez que ce petit calcul était assez rapide une fois qu'on a le point H. Donc le plus dur, c'est de trouver le point H, mais la méthode pour trouver le point H, c'est d'exploiter les deux informations qu'on a par rapport au point H. Premièrement, que HA ou AH est un vecteur normal au plan, et ça, on peut l'exploiter si on a l'équation de plan de la façon suivante. En disant que AH ou HA est collinéaire avec n'importe quel vecteur normal. Et deuxièmement, en réinjectant dans l'équation du plan les informations qu'on a obtenues ici sur XH, YH et ZH. Ça nous donne les coordonnées du point H, puis après avec les coordonnées du point H, on peut calculer facilement la distance entre A et H avec la formule du cours. Voilà, donc je m'arrête là et j'espère que vous avez tout bien pu noter dans votre cours. Je vous envoie par ailleurs dans un mail cette vidéo et le cours que je viens d'écrire. Voilà, bon week-end à vous.